Chers amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce livre-journal de géopolitique profonde. Je remercie Lara Stam, assistante co-réalisatrice de cette émission. Bonjour Lara. Bonjour Nicolas, me voilà remonté dans les échelons là. Bonjour chers auditeurs. Dans la hiérarchie géopolitique profonde. Voilà, je vous remercie Nicolas. Merci à Virginie aussi pour la réalisation technique de ce livre-journal et pour les incises musicales qu'elle a composées spécialement pour les émissions de géopolitique profonde. Vous pouvez la retrouver sur YouTube en tant que Nini Vlam. Voudrais bien poser, chers auditeurs, vos questions, observations, remarques en composant le numéro de téléphone du standard de Radio Courtoisie où vous attend le fidèle, l'éternel Patrice, qui est en train de prendre son petit café, je crois là, et qui nous transmettra vos appels comme d'ailleurs vos courriels électroniques. En seconde partie d'émission, après la chronique financière en direct d'Andy Bussaglia, nous recevons Pierre-Antoine Plaquevent, un auteur, analyste politique, pour parler ensemble de cette longue guerre du mondialisme contre l'Eurasie qui nous mène vers une troisième guerre mondiale, voire une guerre civile mondiale. Mais sans plus attendre, voici venue l'heure de votre revue de presse de la fin des temps. Rishi Sunak, Premier ministre britannique, veut un Royaume-Uni sans tabac. C'est comme cela que j'aimerais ouvrir cette revue de presse, Nicolas, pour illustrer ce qui est à l'œuvre aujourd'hui dans le monde occidental, à la fois des atteintes permanentes aux libertés publiques et un déracinement permanent des populations. Une prohibition du tabagisme au nom de la santé publique par le parti de ce grand amateur de cigares qui était Winston Churchill. Vous notez qu'il est question ni de la chicha, et encore moins de la consommation de hashish, déjà prohibée pour ces derniers, mais qui n'en interdit nullement la consommation, comme chacun peut le constater tous les jours. Si cela passe dans la société britannique, vous verrez que la prochaine cible sera l'alcool. On sera alors bien au-delà des accommodements raisonnables et très proche de l'application des lois de la charia. Je vous ferai remarquer, soit dit en passant, que la France était en avance de 40 ans avec la loi Evin. L'idée d'éteindre progressivement l'interdiction de la vente de cigarettes en augmentant l'âge légal d'1 an chaque année. Il est actuellement de 18 ans. Downing Street estime que cette loi pourrait permettre d'éliminer presque complètement le tabagisme chez les jeunes dès 2040. Les enfants nés depuis 2009 ne pourront plus acheter légalement du tabac. Les chiffres officiels montrent que 4 fumeurs sur 5 ont commencé avant l'âge de 20 ans et que la plupart d'entre eux restent dépendants toute leur vie. Trop de gens connaissent quelqu'un dont la vie a été tragiquement interrompue ou irréversiblement changée à cause du tabagisme, a déclaré la ministre de la Santé Victoria Atkins. Alors vous avez des opposants au sein du Parti conservateur. Certains membres s'insurgent contre une atteinte à la liberté individuelle, estimant que l'État n'a pas à s'immiscer dans la manière dont les gens mènent leur vie. L'éphémère Premier ministre Liz Truss a ainsi estimé que le projet de loi était anti-conservateur. Nous sommes un pays libre. Nous ne devrions pas être de ceux qui disent aux gens de ne pas fumer. Au sein même du gouvernement, le ministre des Entreprises, tout en se disant en accord avec les intentions du Premier ministre, s'est opposé au projet de loi. Elle s'est dit préoccupée par son impact sur les libertés individuelles et par sa difficulté d'application. Une loi similaire, votée en Nouvelle-Zélande, a finalement été supprimée cette année par le nouvel gouvernement de coalition avant qu'elle n'entre en vigueur. Mais pour Rishi Sunak, il s'agit de s'attaquer à la plus grande menace pour la santé publique. Selon le gouvernement, le tabagisme est la principale cause de mortalité évitable au Royaume-Uni et responsable d'environ 80 000 décès par an. Par ailleurs, il coûterait au service de santé publique, NHS, à l'économie environ 20 milliards de livres par an. Selon les estimations de l'Office for National Statistics, près de 6,4 millions de personnes fument au Royaume-Uni, soit environ 13% de la population adulte. Un chiffre inférieur à celui d'autres pays européens comme la France, ou l'Allemagne, ou l'Italie, où 18 à 23% des adultes fument selon les chiffres de l'OCDE. Le projet de loi est soutenu par les médecins et les experts de la santé, ainsi que les organisations caritatives. Selon un sondage, cette croisade anti-tabac serait aussi populaire chez les Britanniques. Un tiers des électeurs soutenant l'approche progressive du projet de loi. 30% étant favorables à une interdiction pour tous en même temps et seul un quart estimant qu'il ne devrait pas y avoir d'interdiction. En revanche,
Les fabricants du tabac, dont les cours sont chahutés par le projet de loi, le critiquent vertement, estimant qu'une telle disposition risque de doper le marché noir et qu'il sera difficile de la faire respecter. Vous savez, Lara, la France et son comité national de lutte contre le tabagisme ont des objectifs relativement similaires, mais en France, avec l'hypocrisie en plus d'essayer, en pratiquant encore l'augmentation des prix, donc des taxes, de faire payer encore longtemps et toujours plus leur vice aux fumeurs. Permettez-moi de laisser le mot de la fin à Philippe Muret sur ce sujet sensible. On rappellera que l'essayiste est mort, certes en 2006 à 60 ans, d'un cancer du poumon. Et alors, 14 ans auparavant, il s'insurgeait dans un de ses exorcismes spirituels contre les directives européennes qui allégeaient les cigarettes. Qu'est-ce qu'il disait? Mes gitanes n'ont plus que la peau sur les os, déplorait-il avant d'adopter le cigare. Définitivement grinçant, il écrit dans Minimum Respect: fous-moi donc la paix avec ma santé, si je veux crever, je t'ai rien demandé. Laisse-moi mes vices, rends-moi mes délices, mes boyards maïs civilisatrices, rends-moi mes gitanes sans filtre et sans reproche, et que Dieu te damne ou bien qu'il t'embroche. Tu pues le respect et tu pues la haine, va donc t'occuper de ta mort prochaine. Tu ne survis plus qu'en te croyant beau, de ne fumer plus, tu es un corbeau. Je ne t'ai rien demandé, veux-tu décamper? Depuis trop longtemps tu me nuis gravement. Rends-moi mes plaisirs qui me regardent seuls, je n'ai pas de désir de ta très sale gueule. Occupe-toi de toi, t'occupe pas de moi. Quand je suis sans toi, je suis comme un roi. Lâche-moi localement, lâche-moi totalement, lâche-moi carrément, lâche-moi pleinement. Ça y est, le 15 avril, la flamme olympique a été allumée en grande pompe au beau milieu des vestiges d'Olympie devant les ruines vieilles de 2600 ans du temple d'Héra, la ville emblématique des historiques jeux grecs situés dans le Péloponnèse. Ce fut en présence notamment du président du comité international olympique, Thomas Bach. En ces temps difficiles où les guerres, où les conflits se multiplient, les gens en ont assez de la haine, a-t-il lancé dans une courte intervention à l'Olympie. Dans notre cœur à tous, nous aspirons à quelque chose qui nous rassemble à nouveau, à quelque chose qui nous unifie, quelque chose qui nous donne de l'espoir, a-t-il ajouté. La flamme olympique que nous allumons aujourd'hui symbolise cet espoir, a également assuré l'Allemand. La flamme va désormais entamer un voyage de 5000 km à travers la Grèce durant 11 jours, de l'île de Corfou en mer Ionienne à celle de Santorin dans les Cyclades, en passant par Castellorizio au sud-est du pays. Elle montera également le rocher d'Acropole pour passer une nuit près du Panthéon. Du Parthénon, enfin. Parthénon, pardon. La flamme sera ensuite transmise aux organisateurs français le 26 avril dans le stade panathénaïque à Athènes, l'enceinte dans laquelle furent disputés les premiers Jeux olympiques de l'ère moderne en 1896. Au Pirée, au grand port au sud d'Athènes, elle embarquera à bord du 3 mâts Belém pour débarquer à Marseille le 8 mai. Le symbole des Jeux olympiques traversera ensuite toute la France, passant par les Antilles et la Polynésie française pour arriver à Paris le jour de la cérémonie d'ouverture, le 26 juillet. Pendant ce temps, nos branquignols sont en train de rétro-pédaler sur cette fameuse cérémonie d'ouverture. Plan B, plan C, Trocadéro, grand stade de France finalement. Après de nombreux démentis, on pense de plus en plus à éviter les berges de la Seine pour des raisons de menaces terroristes qui ont bon dos bien évidemment. Quand c'est pas de la faute de Poutine. Les athlètes venus du froid, du mangeur, des petits enfants sont admis au JO. Ses représentants aux cérémonies du 6 juin, d'ailleurs aussi en Normandie. Mais pas lui. Pas le super méchant digne de l'organisation Spectre dans James Bond, dont le rôle de James est joué par Micron selon l'inénarrable Ala Poédier sur LCI, enfin on devrait dire LCU. Sinon, la présence d'Aya Nakamura est confirmée. Macron parle de racisme, rien que cela, chez ceux qui ne comprennent pas ce que cette pseudo-artiste aux centaines de millions de vues, qu'on appelle vues putaclic, vient faire dans cette cérémonie. Enfin, information hautement ridicule, la question a été posée du port de la flamme par Macron lors de son arrivée à Marseille. Tout autant que l'annonce d'une série sur la vie de Brigitte Macron, femme libre, trompette la production. Il n'y a plus de limite à l'indécence médiatico-politique autour du couple Macron-Trognon. Mais ne vous inquiétez pas, chers auditeurs, le meilleur reste à venir, le plouf dans la scène du maître des horloges avant la cérémonie d'ouverture. On aimerait aussi y voir Brigitte, sans les filtres appliqués par les magazines féminins de son ami Mimi Marchand, qui paraît-il est au plus mal. On aurait des surprises, selon moi. Cochon qui s'en dédie, Nicolas. Pour le plongeon dans la Seine, comme dans toute chose, nos petits politiciens prétendent assumer tout
mais ne tirent jamais les conséquences de leur incurie. Et par contre, en font souvent payer les pots cassés à leurs collaborateurs. Ainsi, de Prisca Thévenot, hautaine et inculte porte-parole du gouvernement, femme de banquier, dont le cabinet est frappé d'une vague de départ à peine nommée. Moqué pour sa faculté à recracher des éléments de langage ou à multiplier les approximations et à être très dur avec ses collaborateurs. 3 membres du cabinet de la ministre Prisca Thévenot démissionnent. Son directeur de cabinet, fidèle de la première heure d'Emmanuel Macron, son adjointe, la conseillère spéciale de Prisca Thévenot, qui avait fait ses armes aux côtés de Christiane Taubira, était pourtant pas facile, ça ne l'a non plus. Et enfin, la chef de cabinet, membre de l'équipe de campagne du candidat Macron en 2022, ont tous posé leur démission. Prisca a aussi la réputation d'être très dur avec ses collaborateurs, grimace un de ses collègues au gouvernement. Factuellement, Prisca a surtout la réputation d'être une authentique nullité. On se souvient que la dame avait séché concernant le sabotage du Nord Stream dont elle ignorait jusqu'à l'existence. Le journaliste de RT à l'origine de la question n'est plus autorisé de paraître dorénavant en conférence de presse de la porte-parole. Autre éminence, nos dirigeants, ayant beaucoup de difficultés à reconnaître leur incompétence, nos petits Mozart de la finance, le duo Le Maire-Macron, se renvoient à la responsabilité de la dette et des déficits dans un pas de deux relativement pathétique. Et un petit pas de deux, ils vont finir dilatés comme jamais, c'est à trop se frotter ces deux-là. La Cour des comptes rend un avis sévère sur la nouvelle trajectoire budgétaire du gouvernement. Son président en pointe les insuffisances et les incohérences. C'est son président, Pierre Moscovici, qui le dit. Nos finances publiques sont parmi les plus dégradées de la zone euro. Notre déficit s'établit à 5,5% du PIB en 2023 au lieu de 4,9% prévu. Il sera de 5,1% au lieu de 4,4% en 2024. La dette publique de la France, loin de diminuer, devrait augmenter jusqu'à 112 points de PIB en 2027, soit 4 points de plus qu'initialement prévu. La dépense publique française représente 57% du PIB, 8 points au-dessus de la moyenne de la zone euro, sans que pour autant la qualité des services publics soit toujours convaincante et notre niveau de prélèvement obligatoire est l'un des plus élevés d'Europe. Cela ne peut plus perdurer. Pour moi, c'est de l'insincérité budgétaire. J'en connais un rayon normalement dans le sujet. Un grand principe des finances publiques qui a été violé, qui devrait en bonne logique entraîner l'inconstitutionnalité du projet de loi de finances. Mais évidemment, Moscovici n'ira jamais jusque-là. Tout ce beau monde est bien solidaire. Le duo Macron-Le Maire n'a de toute façon pas de solution. Tandis qu'à Bercy, on cherche encore à réduire la dépense publique. Le Maire à s'attaquer aux dépenses de santé. Macron croit intelligent de dire pour justifier son refus de faire passer un correctif budgétaire, vous savez que ça pourrait entraîner une censure du gouvernement, et bien que la France n'a pas un problème de dépenses excessives, mais de moindres recettes, abracadabrantesques. À milieu de sa sortie sur le pognon de dingue, le gars, cette fois, n'assumera rien, laissant cela à son successeur, pas d'augmentation d'impôts, pas de réforme de structure. Il considère qu'il a déjà donné. Pendant ce temps-là, la France roule en train d'enfer vers la banqueroute, mais après moi, le déluge. La France est laissée à l'abandon par son alite parasite. Regardez ce qui arrive quand même sur l'autoroute A13, avec des fissures et des mouvements de terrain sur la plus ancienne autoroute de France menant en Normandie. La cause est une absence complète d'entretien de ce tronçon d'autoroute par l'État et tout est à l'avenant. La réalité est en train de rattraper nos cosmopolites hors sol. Jeudi 18 avril, Europe 1 a publié plusieurs données recensées par la préfecture de police de Paris à propos des viols commis dans les rues de la capitale en 2023. Selon le média, 30 des 97 viols survenus au cours de la dernière année civile ont été élucidés et ont mené à 36 interpellations. Parmi les personnes appréhendées, 28% sont de nationalité étrangère, soit 77% des auteurs. De la même façon, 20 d'entre elles étaient déjà connues des services de police, dont 4 pour d'autres faits d'agression sexuelle. Sur les 4 viols survenus au Champ de Mars, les auteurs identifiés étaient les ressortissants étrangers en situation irrégulière sur le territoire et ont été déférés par la suite. À quelques semaines des Jeux Olympiques de Paris 2024, cette situation autour des lieux touristiques inquiète les autorités. Oui, ça les inquiète si on veut, surtout l'image à l'étranger que nous donnons, ça c'est certain. Ce que nous subissons, nous Français, au mieux ils s'en moquent bien, au pire ils s'en réjouissent. Dernier soi-disant fait divers en date, véritable agression ethnique d'un peuple installé sur son territoire depuis des siècles. Si encore une fois vos constats et non généralisation, chacun ensuite appréciera. Une septuagénaire
a été violée à son domicile dans le 20e arrondissement de Paris dimanche 14 avril. Selon les premiers éléments de l'enquête, les faits ont été commis entre 18h30 et 19h30. Alors qu'elle revenait de la supérette Vival, boulevard Davout, la victime a été accostée par un individu qui lui a proposé son aide pour lui porter secours jusqu'à son appartement. La dame, qui vit au 11e étage d'un immeuble du même boulevard, a accepté la proposition de l'individu qui, une fois arrivé, lui a fait subir les pires sévices sexuels avant de quitter les lieux vers 19h30, indique une source policière à Valeurs Actuelles. La victime a été conduite aux unités médico-judiciaires lundi matin. L'auteur est en fuite. Le 2e district de police judiciaire a été saisi. En Allemagne maintenant, à Rostock, 6 migrants suspectés d'avoir séquestré et violé 3 jeunes filles. Selon les autorités, les filles ont réussi à se libérer et à s'enfuir. L'une des victimes a porté plainte le lendemain. Mais bien évidemment, le grand danger en Allemagne, c'est l'AfD d'extrême droite. Oh là 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 là, qu'on nous garde de cette peste brune. En Belgique, Emir Kir, bourgmestre de Saint-Josse, viré du PS pour ses accointances avec les néofascistes turcs, fait intervenir la police pour empêcher la tenue d'une conférence réunissant Zemmour, Orban, Farage. Il fut un temps où nous pouvions déguster l'excellent Kir du bon chanoine, mais maintenant nous avons l'émir de Bruxelles. Les temps changent, que voulez-vous? Avec tout l'assentiment des chanoines d'ailleurs. Voyez la cathédrale de Metz cette semaine. 5 jeunes d'origine turque interpellés après que l'un d'eux ait hurlé à la Akbar en plein concert de musique classique en écoutant Jean-Sébastien Bach. Le chanoine relativise et ne veut pas porter plainte au vu du contexte actuel. Ce sont des jeunes désœuvrés. Ce qu'ils ont fait n'est pas vraiment grave ni problématique. C'est par pur jeu. Il n'y a pas eu de violence ni de dégradation, sans quoi, évidemment, nous aurions porté plainte. Quelle bonne âme, ce chanoine. Le même qui n'aurait pas de mots assez durs, tout de même, pour dénoncer en sens inverse un crime raciste anti-musulman. Question de contexte encore? Assurément. Et pour les élections européennes, un parti politique français compte se présenter aux élections européennes avec pour objectif principal la défense de la Palestine, qui a bon dos dans l'histoire. Il s'agit de faire entendre la voix du peuple palestinien et de lutter contre la contamination des idées d'extrême droite visant les citoyens de confession musulmane, a expliqué à l'AFP le président et fondateur de l'UDMF, Najib Azergui, qui compte déposer sa liste début mai. Il s'agit en fait en France d'antiracistes, anti-impérialistes et anti-sionistes. Cette coalition réunira des partis indépendants partageant la même éthique musulmane en France, mais aussi en Espagne, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et en Suède. Voici qui va faire à l'avenir de la concurrence à Jean-Luc Mélenchon et à ses amis, qui n'en sont pas moins encore remis de se voir interdire les locaux de la faculté de Lille, où devait se dérouler un meeting politique à l'invitation d'une association de défense de la Palestine. Mais la faculté, l'université, c'est moi! Que dire de ce qui s'est passé à Grande-Sainte. Philippe, 23 ans, sauvagement battu à mort par des individus armés d'une hache et de battes de baseball. 2 mineurs ont déjà été interpellés. On a retrouvé la victime encore vivante, le pantalon baissé, caleçon apparent, défiguré par les coups. Il est décédé peu après la découverte du déchaînement de l'horreur. D'après La Voix du Nord, la victime serait en fait tombée dans un guet-apens après avoir pris un rendez-vous sur un site de rencontre. Sur place, le jeune homme serait tombé face à 3 individus qui avaient l'intention de le dépouiller. Il aurait notamment été frappé à coups de batte de baseball et de hachette. D'autres faits similaires ont été déjà signalés aux policiers ces derniers jours, notamment un homme de 39 ans qui lui aussi a été violemment agressé samedi à Grande-Sainte avant de réussir à prendre la fuite sans être blessé. Les enquêteurs vont devoir déterminer s'il s'agit des mêmes agresseurs à chaque fois. Une chose à confirmer, en effet, certainement. Les premières investigations de la brigade criminelle de Lille révèlent que les suspects ne sont en effet pas à leur premier coup d'essai. Ils se seraient rentrés en contact avec de nombreux internautes, toujours dans l'idée de punir, ce qui répondrait aux sollicitations de rencontre avec une adolescente. Cette bande de petites racailles, moi j'appelle ça même des petites ordures, opère avec une police des mœurs islamiques faisant appliquer la charia. Voilà où nous en sommes en France aujourd'hui. Les médias peuvent modifier les noms des suspects pour répondre à une loi à géométrie variable. On aura du mal à admettre que John et Ruben, non modifiés donc, sont 2 bons chrétiens puritains protecteurs zélés des jeunes filles mineures. Les 2 suspects se présentent comme 2 frères sur TikTok. Je suis ton ref, t'es mon ref. Je vais pousser pour toi, genre je vais tuer pour toi, etc. En tentant en fond sonore dans des publications postées sur les comptes respectifs. Extraites d'une chanson du rappeur Vernois, tout un programme Vernois, les paroles accompagnent une photo du duo adossée à une façade d'immeuble délabré. Un média a cherché à les présenter comme appartenant à la communauté portugaise.
jugez-en par vous-même. Sur F2 Souche, par exemple, on a la photo. Le duo semble biberonné aux chansons de rappeurs, donc Vernois, Mig, Moala Squal, PNL, ZKR ou encore Niac, avec un S. Dans ces sons accompagnent presque tous leurs photos et vidéos. Il est question de trafic de drogue, d'argent, d'armes, de prison, de bagarres, de la S, c'est-à-dire la galère, ou encore des putes. Bon. L'argent facile semble obséder les deux adolescents, comme en témoignent leurs photos exhibant des liasses de billets. Donc rien à ajouter, Nicolas? Non, sinon rien à ajouter. En effet, Lara, les moutons vont à l'abattoir sans broncher. Martial Beyert, le maire socialiste de Grand-Sainte, a réagi sur Facebook. Nous sommes aujourd'hui sous le choc. Ne cédons pas à la peur ni à l'esprit de vengeance. Continuons à défendre le vivre ensemble, notre ville. Continuons à œuvrer pour l'éducation, la bienveillance et la fraternité. Repose en paix, Philippe. Martial Beyert a aussi dénoncé la récupération politique et les exactions de la fachosphère sur les réseaux sociaux. Les médias et la justice de notre pays, en qui nous croyons, ces propos pavloviens, vont pour leur part feu de tout bois pour faire diversion. Et puis il y aura une marche blanche, les réactions indignées de Pascal Praud sur CNews et de ses invités, dont l'ineffable Willy Golnadel, qui fera un parallèle avec les pogroms en Israël. Et puis on passera à autre chose. On rappellera aussi que l'ancien maire de Grande-Sainte, Damien Carême, tout aussi responsable que l'actuel maire dans la montée de la pire des délinquances, se gargarisait plein d'indécence il y a peu d'avoir attaqué l'État pour inaction climatique. Voilà où vont les priorités de ceux qui nous gouvernent. À Bordeaux, toujours pour un portable, une bande a jeté de l'ammoniac au visage d'un jeune qui a été gravement brûlé et qui risque de perdre partiellement la vue. Et la Suède maintenant, sous le choc jeudi après la mort par balle de Michael, père de famille de 39 ans, tué devant son fils à Charkolmen, dans le sud de Stockholm. Mercredi, en début de soirée, tous deux se rendaient à vélo à la piscine. Selon plusieurs médias, l'incident se serait produit vers 18h dans le passage souterrain. Le père et son fils, âgés de 12 ans, sont passés devant une bande de jeunes. Michael serait revenu vers eux pour une raison encore indéterminée. C'est là que le coup de feu aurait été tiré. Son fils avait appelé les secours alors que son père était à terre. Mais les crimes les plus monstrueux ne doivent pas faire oublier le quotidien de la délinquance des racailles et la quasi-impunité dont ils bénéficient de la part de la justice française. Ainsi, à Lyon, ils agressent une dizaine de personnes au hasard dans le centre-ville pour s'amuser. Cela va de la simple bousculade au coup de poing, en passant par l'usage d'une bombe de gaz lacrymogène. Hommes et femmes, personne n'a échappé à leur volonté d'en découdre. Ils sont néanmoins condamnés à du sursis. Les prévenus âgés de 18 à 20 ans sont ressortis libres du tribunal judiciaire de Lyon, car les juges ont prononcé des peines de 4 et 10 mois de prison avec sursis. Ils n'ont même pas l'excuse d'être mineurs, mais Attal nous fait croire qu'il s'en est fini de la culture de l'excuse. Quelle blague. Pendant ce temps-là, la politique aérie suit son cours, les élections européennes approchent, Macron s'apprête à faire un discours sur l'état de l'Union européenne, il est déjà en campagne pour la future présidence de l'Europe. En France, il ne laissera qu'un champ de ruines, que l'on refilera ou pas, d'ailleurs, au RN en 2027. C'est en tous les cas bien parti aux européennes, où Bardella fait un carton dans les sondages, son score final pourrait avoisiner le double de celui de la candidate de Macron. Mais de cela, qui s'en soucie encore vraiment? Le véritable danger pour l'oligarchie mondialiste se situe aux États-Unis, où l'on tente de faire un procès inique et politique à Trump, jugé à New York pour une affaire de paiement destinée à acheter le silence de l'ancienne star du X Stormy Daniels. Le candidat à la présidentielle a comparé son procès à une escroquerie et dénoncé une nouvelle fois une persécution politique orchestrée par Joe Biden. Donald Trump a dit avoir un vrai problème avec le juge de son procès, dénonçant de nouveau toute l'affaire comme étant une chasse aux sorcières. Nous n'allons pas avoir droit à un procès équitable, a-t-il affirmé à la presse. Le candidat du Parti républicain à la présidentielle du 5 novembre s'est plaint de ne pas pouvoir organiser sa campagne comme il le souhaite, que je ne sois pas en Géorgie, en Floride ou en Caroline du Nord à faire campagne comme je devrais être en train de le faire, c'est parfait pour les démocrates. C'est exactement ce qu'ils veulent. Il s'agit d'ingérence électorale, c'est tout, a-t-il ajouté. Autre difficulté pour l'oligarchie mondialiste, la situation en Ukraine. Les Russes avancent encore dans l'est de l'Ukraine. L'armée russe a gagné 5 km en quelques jours, parvenant aux portes du nœud logistique de Cheretin, à l'ouest d'Avdiivka. Ailleurs dans le Donbass, elle presse également les forteresses de Krasnogorivka et Chassovyar. Le plus inquiétant pour Kiev est surtout le tempo de la poussée russe qui s'accélère légèrement.
Les Russes sortent de la guerre de position et commencent à rétablir la manœuvre sur le champ de bataille. Observez ce mardi l'Institute of Study of War, un think tank américain basé à Washington. En matière d'artillerie, le rapport de feu en faveur des Russes dans un rapport de moins 1 à 5, voire de 1 à 10. Surtout, l'aviation russe change la donne au sol. À bonne distance du front, les bombardiers Sukhoi Su-34 déversent leurs bombes planantes Fab 500 et Fab 1500 sur les fortifications sans que les Ukrainiens puissent pour l'instant trouver la parade, faute de munitions sol-air. Au-delà de villes fortifiées situées en hauteur, les Russes pourraient atteindre par le sud les 2 dernières grandes villes du Donbass encore aux mains des Ukrainiens, Slaviansk et Kramatorsk. Pour les Ukrainiens, on entre dans le dur. Vous avez plus de facilité, Lara, à prononcer les villes russes que les villes britanniques grandes saintes voilà. En France, dans le Nord. Allez, on termine sur la situation au Moyen-Orient, si vous le voulez bien. Israël riposta donc à l'attaque de l'Iran. Cette dernière répondait déjà au bombardement du consulat iranien en Syrie. Il ne s'agit pour l'instant que de l'échange de pétards mouillés, si j'ose dire. Renaud Girard, dans le Figaro, propose que les Occidentaux, à commencer par la France, proposent à l'Iran une grande négociation sur tous les sujets sécuritaire à l'image de ce que Téhéran avait proposé en vain à l'Occident en 2003, après les invasions américaines de l'Afghanistan et de l'Irak. Une conférence sur la sécurité commune au Moyen-Orient, comme ce que demandait Poutine depuis des années en Europe. On peut voir le résultat aujourd'hui. Sauf que le risque d'un conflit qui provoquerait l'équivalent d'un choc pétrolier frappant de point fait des économies occidentales déjà exsangues fait réfléchir. Une flambée de l'or noir qui serait incontrôlable. En règle générale, selon Capital Économique, une augmentation de 10% du prix du pétrole ajoute 0,1 à 0,2% d'inflation dans les économies développées, de quoi saper les efforts des banques centrales qui s'apprêtent à baisser enfin leur taux d'intérêt après 2 ans de resserrement monétaire historique. Alors dans un scénario optimiste, le baril pourrait monter à $150 et jusqu'à $300 pour le plus pessimiste. Le retour de l'inflation engendrerait les conséquences en cascade pour la croissance à l'heure où l'Europe est en perte de vitesse et se remet de la pandémie puis d'une crise énergétique. Les investissements, l'emploi ou encore la consommation seraient alors affectés. Pour perturber le marché pétrolier, l'Iran pourrait aussi envisager de bloquer le détroit d'Ormuz au nord-est des Émirats qui relie le Golfe à l'océan Indien et par lequel transite quand même 30% du pétrole vendu dans le monde et un tiers de la demande de gaz. Tous les yeux sont aujourd'hui tournés vers cet espace maritime entre l'Iran et le sultanat d'Oman. Il demeure vulnérable, en particulier en raison de sa faible largeur, 50 km environ, et de sa profondeur qui n'excède pas 60 mètres. Ce détroit est la principale voie de navigation qui connecte les pétromonarchies du Moyen-Orient avec les marchés asiatiques, européens et américains. Une perturbation même temporaire ferait grimper les prix mondiaux de l'énergie. En cas de conflit ouvert, l'Iran, qui a commencé à développer une marine de haute mer, chercherait à avoir une influence de la mer Rouge jusqu'au détroit de Malacca. Celui-ci, artère vitale pour les Européens, situé en Asie du Sud-Est et servant de pont entre l'Orient et l'Occident, connaît le trafic le plus dense au monde. La plupart des marchandises exportées ou importées vers l'Asie y transitent. Un scénario catastrophe alors que la mer Rouge est déjà en proie à des détournements de navires commerciaux en raison des attaques des Houthis depuis novembre, en soutien aux Palestiniens. Le gouvernement israélien semble, lui, divisé sur la marche à suivre et l'intensité de la riposte à engager. Pour l'instant, la raison semble prédominer, mais l'opportunité de s'attaquer au programme nucléaire iranien est dans tous les esprits. La menace de riposte de l'Iran sur les centrales israéliennes avec des missiles hypersoniques aussi. Tout le monde scrute le jeu de l'Empire américain. Les États-Unis jouent au Moyen-Orient à la fois le rôle de pyromane et de pompier, explique un analyste au Centre de réflexion internationale Crisis Group. Depuis octobre dernier, ils apportent un soutien militaire inconditionnel à Israël pour mener sa campagne militaire désastreuse à Gaza, tout en déplorant la catastrophe humanitaire qui a tué quand même plus de 30 000 personnes aujourd'hui. On est plus près de 40 000 que de 30 000, je crois d'ailleurs. La même dynamique est à l'œuvre dans les hostilités régionales qui ont résulté de ce conflit. Les attaques contre les forces américaines en Irak et en Syrie, les attaques en mer Rouge suivies par la campagne aérienne américaine ou en cours contre les Houthis, et maintenant la nouvelle escalade avec la frappe d'Israël contre le consulat iranien à Damas le 1er avril, le représailles de l'Iran et l'aide à la défense d'Israël au cours du week-end. Tout ceci participe d'une politique qui consiste d'une part à alimenter le conflit par des livraisons d'armes sans condition et maintenant une intervention militaire directe, et d'autre part en essayant de réduire les tensions et de protéger Israël des principales conséquences de ses propres actions imprudentes. Le pompier pyromane est pris au piège de ses propres contradictions finalement. Il faudrait un président en pleine possession de ses moyens pour arbitrer cette situation dans un sens ou dans un autre.
autres. Mais il est aux abonnés absents jusqu'aux prochaines élections américaines à minima. D'ici là, tout peut donc arriver. Petite anecdote sur ce dernier point, Joe Biden a provoqué l'étonnement encore jeudi après avoir raconté une histoire de famille, celle de son oncle supposément dévoré par les cannibales en Nouvelle-Guinée lors de la Seconde Guerre mondiale. Et comme souvent avec les histoires de famille, il a pris des libertés avec la réalité. Les documents officiels montrent que cet oncle est mort en fait dans le crash de son avion en mer. C'est donc pas gagné. J'aimerais terminer, Nicolas, cette revue de presse par une information qui sonne comme un avertissement en même temps qu'elle nous donne encore un peu d'espoir sur le rôle de la mémoire qui permet d'éclairer l'avenir. Le génocide assyro-chaldéen en passe d'être reconnu officiellement. Le 29 avril, l'Assemblée nationale se prononcera sur un crime longtemps oublié et exhumé par la volonté opiniâtre d'une poignée de lettrés et d'une communauté solidement implantée en France. Vendredi, une proposition de résolution portant sur la reconnaissance et la condamnation des persécutions des Assyro-Chaldéens de 1915 comme génocide a en effet été enregistré. Le texte a été notamment présenté par le président du groupe Renaissance, Sylvain Maillard, et par Anne-Laure Blin du groupe Les Républicains. En 2023, à l'initiative des sénateurs LR, Valérie Boyer et Bruno Retailleau, le Sénat avait déjà adopté une résolution en ce sens. On peut imaginer un large consensus à l'Assemblée sur un thème qui n'est pas seulement historique et mémoriel, mais encore aujourd'hui, malheureusement, d'une brûlante actualité et pas seulement en Arménie. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Ah, c'est la cloche de Wall Street qui sonne à la hausse. Eh ben oui, c'est religieux finalement, la bourse à New York. Bonjour Andy Bussaglia, vous êtes avec nous? Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Comment va notre gestionnaire de patrimoine, notre analyste financier préféré de cette émission? Ça va plutôt bien, et vous Nicolas? Eh ben, écoutez, oui, et puis on est heureux de vous avoir en direct. C'est pas de coutume, et on est très content, très content. C'est un grand plaisir d'être avec vous ce samedi matin. Non, c'est très bien, c'est voilà. Très bien. Souvent, c'est bien. Vous êtes déjà bien habillé, en pleine forme. Le café est pris. Non, tout est fait là. C'est bon, on est prêt. Alors, de quoi voulez-vous aujourd'hui, Andy, nous parler? Je crois une petite bébête qui monte, c'est ça? Oui, une petite bébête qui monte. Il s'agit de l'or. Ah, oui. C'est vrai que ça revient sur le devant de la scène, hein, une thématique dont on n'entendait pas parler il y a quelques temps, et là ça commence un petit peu à intéresser un certain nombre de monde, au premier rang les banques centrales. Ouais. Parce que l'or a beaucoup monté là ces derniers temps, hein, il a atteint des plus hauts historiques, et en plus ça s'est fait dans un contexte qui est quand même contre-intuitif, dans le sens où les taux réels sont plus élevés, hein, les taux réels ont monté. On rappelle à nos auditeurs que l'or est inversement corrélé aux taux réels. Donc, quand vous avez des taux qui montent, normalement, l'or aurait dû baisser. Ouais. Et là, l'or, il est bien. On a bien des taux américains qui sont pas si loin des 5%, et pourtant, effectivement, l'or navigue sur ses plus hauts historiques. Alors, comment expliquer ça? Alors, il y a plusieurs facteurs interconnectés. Juste pour finir sur le contexte de cette hausse, ouais. Moi, ce que je trouve fou également, c'est que là, on a quand même des perspectives de moins forte baisse des taux, hein. A priori, aux États-Unis, on a une inflation qui est assez collante, hein, pour pas prononcer d'anglicisme, hein, parce que c'est interdit ici, donc je vais dire une inflation collante. Voilà, et donc normalement, voilà, on a des perspectives de baisse de taux qui sont quand même moins prononcées. Malgré ça, l'or tient très bon, et il y a un dollar qui s'est renforcé aussi. Donc ça aussi c'est intuitif, hein, par rapport à la hausse de l'or. Donc comment est-ce qu'on explique tout ça? Plusieurs facteurs. On a d'abord bien sûr la situation budgétaire américaine, hein, qui est complètement folle, avec un déficit qui n'est clairement plus maîtrisé et une dette qui continue de s'accumuler à un rythme exponentiel.
On a évidemment des banques centrales qui achètent en masse des lingots pour leurs réserves de change. Ça, c'est assez intéressant, notamment dans la partie asiatique du monde, où auparavant, on utilisait plutôt le dollar pour les réserves de change. Et là, en fait, on s'est rendu compte avec la crise russe que les États-Unis avaient la possibilité de geler vos actifs en dollars s'ils en avaient envie. Donc forcément, en utilisant le dollar comme arme, là, les États-Unis, ils ont un peu effectivement poussé les autres acteurs hors États-Unis à s'équiper en d'autres choses que du dollar. Effectivement, l'or, c'est une alternative assez naturelle. Ouais. Euh, on peut aussi citer comme facteur de hausse de l'or les tensions géopolitiques. On est en plein dans l'actualité à ce niveau-là, et donc là pour le coup l'or joue son rôle de valeur refuge. Mhm. Et puis après parce que bon il y a plusieurs raisons, mais là on cite les principales, mais une des grosses raisons également finalement ça me semble être aussi cette hausse de l'or, ça correspond, en fait, c'est un peu le corollaire de toutes les politiques monétaires extrêmes auxquelles on a assisté ces dernières années, qui sont complètement dingues. On a imprimé pas loin de 20 000 milliards d'équivalents dollars dans le Ouais. monde. C'est de la planche à billets, c'est pas de l'argent qui est créé à partir de la croissance, c'est de la pure création monétaire extrêmement. Pratiquement de la fausse monnaie. C'est pratiquement de la fausse monnaie, sauf que c'est légitimé. Les banques centrales ont le droit, elles, de créer de la fausse monnaie. C'est ça. Voilà. Non, et puis là, du coup, cette hausse de l'or, elle commence à se voir, entre guillemets, parce que bon, vous savez, alors, sans rentrer dans des théories complotistes, on dit souvent que le cours de l'or à Londres, il est quand même assez manipulé. Mhm. Par les banques occidentales. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous savez, nous, dans le monde occidental, dans le monde financier, quand on investit sur de l'or, via des produits financiers, on achète du papier en général. Vous avez des ETF, voilà, c'est surtout des sortes de morceaux de papier qu'on achète, alors que dans le monde asiatique, notamment en Chine, Ouais. eux, quand ils s'échangent de l'or, c'est pas du papier, c'est du physique, c'est du réel, des C'est des lingots. lingots. Et donc, c'est pas pareil quand vous avez le cours de l'or qui est manipulé en Occident, qui est maintenu artificiellement à la baisse, et que du coup, vous avez des arbitragistes qui peuvent acheter le précieux métal jaune dans le monde occidental et le revendre après plus cher en Chine. Oui. Bah, forcément, ça commence à se voir, et du coup, ça fait monter les prix aussi des deux côtés. Voilà, ces petites choses-là commencent un peu à se voir. Donc effectivement, c'est une thématique intéressante. Nous, sur le cabinet, chez mon bureau patrimonial, on fait de la gestion de patrimoine. Les Oui. cours de l'eau du monde, c'est pas une surprise pour nous. On y était préparé depuis un certain nombre d'années. On est équipé en la matière, et justement, on évite d'investir sur des titres non physiques, on va dire, sur tout ce qui est papier. On évite absolument, parce que le jour où il y aura le réajustement, vous savez que, enfin, on dit en général que sur l'or, clairement, on joue sur du papier qui est équivalent en valeur à 100 fois ce qui existe en termes de physique. Donc Ouais. c'est complètement délirant. Donc ça tient quand tout va bien, mais à un moment donné, tous les porteurs de bouts de papier ne pourront pas faire valoir justement leur droit sur le métal précieux. Donc effectivement, nous au cabinet, on est plus dans une logique d'investissement, par exemple en minière aurifère. Ça, c'est un thème d'investissement. C'est un sujet qu'on regarde depuis un certain temps Oui. et qui apporte beaucoup de performances dans les portefeuilles et qui est en attente. C'est pas logique. Oui. Parce que vous avez des plus hauts historiques qui sont atteints sur l'or, mais de l'autre côté, des mines d'or, des sociétés de mines d'or qui, elles, vont pouvoir du coup vendre leur exploitation bien plus cher Bah oui. qu'avant. Oui. En fait, vous avez un cours qui a commencé à décoller, mais qui n'a pas suivi Ouais. la même hausse que les cours de l'or. Et donc, à un moment donné, vous allez avoir un réajustement parce que ces courbes-là sont assez Oui. corrélées en Mhm. général. Donc là, vous avez un écart qui peut se combler, et effectivement, ça peut générer des opportunités. C'est malin, même si on le rappelle, c'est une analyse financière que nous faisons sur Radio Courtoisie, et il n'est pas question que ce soit pris pour argent comptant ou hors comptant en tant que conseil financier. C'est une analyse qui est habile. D'autant plus que c'est une thématique qui est assez volatile, Ouais. donc il faut bien entendu souligner les risques. Quand vous investissez sur des mines d'or, faut être hyper sélectif. Et même quand vous êtes sélectif, vous allez subir de la volatilité. Il faut être préparé à des variations de cours, Et oui. forcément.
qui sont importantes. En revanche, il y a clairement une opportunité parce que déjà avant la hausse des cours de l'or, ces sociétés se payaient pour finalement pas grand-chose par rapport à ce qu'elles généraient en bénéfices. Et là, avec les nouveaux cours de l'or plus hauts, mécaniquement, quand les investisseurs vont se rendre compte que ces sociétés-là vont pouvoir revendre leur production à des cours beaucoup plus hauts et générer des bénéfices encore plus solides qu'avant, je pense que ça peut attirer pas mal de monde. Et en plus, on a tous les thèmes sur cette classe d'actifs, on a tout le thème fusion-acquisition qui peut se mettre en ordre de bataille parce que vous avez des sociétés plus grosses, des sociétés moins grosses, et puis vous avez des plus petites sociétés qui peuvent avoir vocation à se faire racheter par des plus grosses. Et vous savez ce qui se passe quand il y a des opérations de ce type-là. En général, il y a une prime assez intéressante pour la société qui se fait racheter. Donc, il y a des choses qui se passent dans ce secteur et c'est un secteur qui est assez prenant en ce moment, que je trouve assez intéressant à regarder dans une logique d'épargne long terme. D'épargne long terme, oui. Et donc, ce qui veut dire que, selon vous, les choses vont continuer à aller dans ce sens-là. Il n'y a pas de raison d'inversion des cours. Alors, on n'est jamais à l'abri de retournement, hein. Moi, je me méfie effectivement de tout ce qui monte en ligne droite. Là, les cours de l'or ont quand même pris un canal ascendant. Ça a été assez impressionnant. Bon, après, il faut rester vigilant. On n'est pas à l'abri de corrections techniques. Mais il est clair que la tendance semble bien établie. Vous avez pas mal d'analyses techniques qui vous sortent des objectifs de cours de l'or à des niveaux beaucoup plus hauts que ceux de maintenant, hein. Donc, Ouais. là, on va pas être fantaisiste, hein, mais enfin, moi, j'ai vu passer des choses, des analyses, bon, pourtant sérieuses, hein, oui, l'or peut clairement atteindre des niveaux beaucoup plus élevés que ceux qui sont affichés actuellement, mais surtout quand vous mettez ça en parallèle de la politique monétaire qui a été menée ces dernières années. C'est vrai que si on a le réajustement des cours de l'or par rapport à toute la quantité de monnaie qui a été émise, on parle d'un truc qui est complètement dingue, hein. Donc voilà, on est totalement là-dedans. Après, moi, bon, l'idée sur le cabinet, c'est vraiment de faire attention, hein, sur les points d'entrée, hein. Moi, l'or, j'aime bien l'acheter justement quand personne n'en parle. Vous savez, quand c'est pas dans l'actualité, quand personne n'évoque le sujet, que c'est un sujet qui passe totalement sous les radars, c'est là en général où vous avez les cours d'achat les plus intéressants. Vous savez, c'est comme en immobilier, les bonnes affaires, on les fait à l'achat. Moi, l'idée sur la classe d'actifs, sur la partie finance, c'est plutôt de capter les grandes tendances, de les porter longtemps, mais de rentrer à des niveaux de prix qui sont les plus intéressants possibles, parce que c'est là qu'on fait la performance, en fait. C'est en arrivant à rentrer à des niveaux qui sont corrects, hein. Est-ce Mais que là, pour le coup, il y a un levier, en tout cas, là, sur les minières aurifères, en l'occurrence, on a un levier opérationnel qui est assez intéressant parce elles font en général, en plus, dans les phases de hausse, bien plus que l'évolution des cours de l'or en eux-mêmes. Donc, c'est un investissement qui peut amener une surperformance par rapport à l'évolution des cours de l'or, hein, très clairement. Eh bien, écoutez, très bien. Est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter, Andy? Bon, écoutez, on pourrait en parler des heures, hein. Moi, si Ouais. vous me gardez à l'antenne, là, je peux vous en parler toute la journée, hein, de cette thématique. Il n'y a pas de problème, Nicolas. Bon, ben, on a eu le plaisir de vous avoir en direct, donc évidemment, on en est très heureux, et puis on espère vous retrouver bientôt. Si ce n'est en direct, ben, on enregistrera, c'est pas grave. Moi, j'espère aussi, Voilà. Nicolas. J'espère. Les week-ends sont bien chargés, mais si je peux me libérer, écoutez, moi, c'est avec grand plaisir, hein. C'est un plaisir d'être en direct avec vous et avec tous les auditeurs. Donc, écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur les marchés. Voilà, absolument. Merci, Andy. À très bientôt pour de nouvelles aventures, donc. À bientôt. Allez, la suite. Le studio, et non par Zoom, c'est Pierre-Antoine Plaquevent qui est avec nous, spécialiste de géopolitique, analyste politique, analyste des relations internationales. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que par rapport à ces thèmes de prédilection, actuellement, il y a une actualité, indéniablement. Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour Nicolas. Merci vous allez bien ? Oui, oui, ça va bien. Vous êtes venu pour quelques jours sur Paris ? Je suis venu, oui, hier pour l'émission sur géopolitique profonde. De Mike Borowski. Ouais. Voilà, de Mike Borowski. Vous étiez avec Xavier Moreau, je crois, et Youssef Indy. Voilà, c'est ça. C'est vous qui les avez fait venir, c'est vos copains ? Oui, voilà, on a fait un peu...
Il s'est retrouvé qu'on était là au même moment, donc on s'est dit tiens, autant essayer de faire une émission. Et ça a plutôt bien marché grâce à Mike. Je m'en doute. Toujours le grand animateur qu'on va avoir tout à l'heure dans le Libre Journal des controverses à partir de 10h30. Oui. Juste avant d'engager nos discussions, Pierre-Antoine, je réponds à 2 auditeurs. Une auditrice, interdire le tabac et légaliser la drogue. Ils nous prennent vraiment pour des quiches en ayant l'air de nous protéger. Je rigole pour ne pas en pleurer. Bonjour Lara et Nicolas. Et bonjour Radio Courtoisie, nous dit cette auditrice qui est une habituée. Un auditeur qui en est un aussi habitué avec lequel je ne vais pas être d'accord, mais ça ne va pas m'empêcher de le citer, cher Nicolas, cher Lara. Tabagisme dans un pays, et Pascal là m'agite de nouvelles questions. Merci Pascal. Patrice, là décidément j'ai du mal ce matin. Tabagisme dans un pays digne de ce nom, les fumeurs libres via les taxes devraient payer les frais médicaux causés par le tabagisme. Effectivement, le cancer du tabagisme coûte bien cher au système de santé. Combien la liberté de notre écrivain Anard de droite a-t-elle causé? On peut se poser la question, même si on l'admire. Bien à vous deux. On l'appelle déjà, Denis, sa vie, vous savez, dès l'entrée. Payer en plus, s'il fallait que l'ensemble de nos vices qui nous conduisent inéluctablement vers la tombe, il fallait une surtaxe, on n'en aurait pas fini. Et comme je vous le dis, de toute façon, on est loin de la gagner, notre vie, on la paye dans le système actuel. Donc, je ne suis pas réellement en grand accord avec vous sur ce point. Je verrai, je vois qu'il y a d'autres questions. C'est dommage, il est parti Andy. Il y a des questions sur l'or. Oui, il y a des questions sur l'or, les deux. Donc, on les passera à Andy Bussaglia et il vous répondra directement, chers auditeurs et chères auditrices. Pierre-Antoine, la géopolitique, elle est à la fois aujourd'hui en Ukraine, toujours, mais elle est beaucoup plus, ça s'est fortement réchauffé ces derniers mois, depuis le 7 octobre, mais les choses ne vont pas en s'améliorant, évidemment, au niveau du Moyen-Orient, au niveau d'Israël, et maintenant l'Iran elle-même, semble-t-il, mise dans la danse, ce que l'on pouvait craindre. J'aimerais peut-être, sur une première réaction, je dirais, sur l'actualité, le thème de notre émission aujourd'hui, on peut appeler ça la longue guerre du mondialisme contre l'Eurasie. On va voir que l'Eurasie, elle passe aussi par le Moyen-Orient. Quel est par rapport aux derniers événements au Moyen-Orient, je vais peut-être commencer par du factuel et puis petit à petit approfondir. Quelles sont vos réactions? Quelle est votre analyse de ce qui est en train de se passer, par exemple, entre Israël et l'Iran? Oui, je constate ce que tout le monde constate, c'est-à-dire les deux acteurs sont en quelque sorte obligés de répondre, mais sont en même temps immobilisés par une forme d'aporie stratégique qui est un petit peu la même que la question relative à l'emploi de l'arme atomique, c'est-à-dire l'idée de destruction mutuelle assurée. Et finalement, chaque acteur s'efforce de montrer à son opinion publique qu'il fait quelque chose, mais essaye de ne pas enfreindre la ligne rouge, de manière à ne pas enflammer complètement la situation et perdre le contrôle. Du côté israélien, finalement, c'est intéressant de voir que on a cette coalition de pouvoir autour du Likoud. Finalement, le Likoud est obligé de pousser, en quelque sorte, de satisfaire son aile droite, avec des mouvements comme le mouvement du ministre Itamar Ben-Gvir, qui est un ultra, en fait, qui est un partisan de la déportation des Gazaouis et de la colonisation de Gaza par des colonies juives, et qui est aussi un partisan de la construction du temple de Jérusalem. Ouais. Donc lui, c'est un ultra, il est pour pousser à l'affrontement avec l'Iran, et même il fait partie de ces gens qui aimeraient que ça dérape pour justement amener son calendrier messianique. En fait, récemment, on a Ehud Barak
donc qui représente un peu la gauche israélienne, ami d'Epstein. On rappelle Ehud Barak qui avait été, je crois, en contact avec Epstein des dizaines de fois. Oui. Il est allé sur l'île au plaisir. Il a été sur l'île au plaisir, et y compris aussi dans les appartements d'Epstein à New York. Il a été photographié pendant cette fameux appartement où on voit où il y avait le portrait de Clinton habillé en femme, c'est ça. Eh bien, Ehud Barak, c'est la gauche. Donc oui. Voilà. Donc, donc là, on voit aussi l'affrontement. C'est intéressant de voir ça, c'est-à-dire finalement, donc Ehud Barak dénonce maintenant les millénaristes et les messianiques qui sont dans la coalition de Netanyahou. Alors lui, il dit, et c'est eux qui poussent Netanyahou. Après, le Likoud de lui-même a déjà son idéologie aussi radicale. Mais c'est vrai qu'à l'échelle de cette coalition, il fait presque figure de parti de centre-droit, vu les positions d'Itamar Ben-Gvir et des autres. Et donc ces gens-là sont pour que la situation dérape. Les Américains, eux, ne veulent pas soutenir Israël jusqu'au dérapage complet. Les Iraniens ont montré en fait quelle a été les Iraniens ne pouvaient pas ne pas répondre à ce qui a à l'attaque israélienne sur leur ambassade. Et en fait, ils ont lancé une sorte de forme d'avertissement, c'est-à-dire qu'ils ont montré qu'ils pouvaient saturer le dôme de fer, le système de défense israélien avec des drones finalement à bas coût et une fois cet espace saturé, ils pouvaient envoyer des missiles balistiques qui eux perçaient le système et ils pouvaient ensuite, ils pourraient même employer à l'avenir des missiles hypersoniques qui là feraient des ravages, parce qu'un missile hypersonique, même avec une simple sans charge explosive, vu la vitesse, il fait des ravages. Donc en fait, avec le coût, je crois que ça a coûté 1 milliard aux Israéliens, la défense. 1 milliard, 1 milliard et demi. Ouais, donc on voit que finalement, ça tient pas. Enfin, leur système ne peut pas entièrement sanctuariser le territoire israélien. Donc, et d'où la réponse israélienne qui a été de presque lancer une attaque presque dans le vide. D'ailleurs, ça a été justement le ministre Ben-Gvir a tweeté c'est pathétique ou quelque chose comme ça. Donc on voit que c'est quand même une coalition qui est en difficulté là-dessus sur la suite en fait à donner aux événements, parce que les millénaristes eux sont jusqu'au boutistes. Alors, j'aimerais justement, Pierre-Antoine, qu'on y revienne, parce que ça nous est présenté dans la presse habituelle comme étant un problème, je dirais, lié à la détention ou à l'obtention de l'arme nucléaire par l'Iran, en disant ce qui est en jeu, et le questionnement se fait sur ce point. Est-ce qu'il faut arrêter le programme nucléaire iranien avant que ce ne soit trop tard, avec toujours ce risque avec le nucléaire d'une dissémination et du fait que nombre d'acteurs à ce moment-là tireraient prétexte de l'acquisition de l'arme nucléaire par l'Iran, que ce soit l'Arabie Saoudite, la Turquie, et puis bien au-delà, des pays qui voudraient à ce moment-là doter aussi de l'arme nucléaire. En tout cas, la prolifération nucléaire, c'est ce qui nous est expliqué quant aux enjeux de ce qui se passe entre Israël et l'Iran. Bon. Ça, on ne va pas revenir dessus. Par contre, vous allez bien au-delà. Est-ce que vous pouvez quand même approfondir un peu cette notion de courant millénariste au sein de la majorité de la coalition gouvernementale en Israël? Vous parlez de reconstruction du temple de Salomon, qui serait donc la 3e grande reconstruction du temple. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce point? Oui. Alors, juste une chose sur l'aspect nucléaire. En fait, sur la dissémination justement de l'arme nucléaire, en fait, ce qu'on constate, c'est que quand un acteur a l'arme nucléaire, eh bien, justement, il est protégé. En fait, l'arme nucléaire freine la guerre et freine l'hégémonie. Ça crée une forme de... c'est pour ça que les puissances nucléaires s'affrontent dans des territoires tiers où il n'y a pas la... Et puis ils ont réfléchi, et puis les Iraniens ont réfléchi, ils ont vu le sort de la Libye, de l'Irak, de la Syrie. De tous les pays, ça fait réfléchir, évidemment. Donc depuis la guerre froide, les pays qui n'ont pas la guerre, l'arme nucléaire, risquent d'être détruits. Ouais. D'où la doctrine française de la nucléaire, qui était la sanctuarisation du territoire national par la défense nucléaire. Donc en fait, et on voit justement par la réponse iranienne que peut-être que l'Iran n'a même pas besoin de l'arme nucléaire pour déjà être menacé dans ses intérêts vitaux Israël. Donc en fait, finalement, avec les
les armes hypersoniques, la donne change en même temps. Voilà. Donc pour revenir à l'aspect de l'idéologie, si vous voulez, en fait, avec Israël, avec la coalition au pouvoir, on est face à un acteur. C'est irrationnel en fait. C'est-à-dire, il y a un aspect dans les relations internationales, c'est ce que disait déjà Raymond Aron à son époque. Si l'homme était purement rationnel, eh bien les relations internationales seraient des mathématiques, quoi. Ce serait quelque chose d'entièrement logique. Mais non, il y a un aspect irrationnel dans l'homme et dans les buts qu'il recherche. Et donc, quand on analyse, comme je l'ai fait, l'idéologie donc de la coalition au pouvoir, donc je suis parti sur cette idée de la reconstruction du temple, parce que là on rentre dans la période de Pessa chez les Juifs, à chaque Pâques juive, on a des poussées millénaristes en quelque sorte, de groupes sionistes qui veulent la reconstruction du temple, ils attendent le retour du Messie. Alors, aussi. C'est plusieurs choses. Parce que Pâques, il faut comprendre que pour eux, le monde du temple qu'ils appellent, c'est c'est l'esplanade des mosquées pour les musulmans. D'accord. Donc déjà, on a un problème. Ah oui, il y a un gros souci. Là, le fameux mur des lamentations, où tous les chefs d'État vont s'incliner, c'est censé être le mur occidental du temple. Et donc c'est sur ce mont que devrait être reconstruit le troisième temple, puisque dans l'eschatologie juive, en fait, il y a l'idée qu'à la fin des temps, le temple sera reconstruit, et le Messie lui-même, puisque une sorte de Jérusalem céleste sur terre. Voilà, alors justement, et il y a plusieurs approches. Alors il y a et c'est un petit peu comme le sionisme. Au départ, les autorités rabbiniques en quelque sorte disaient non, c'est Dieu qui nous ramènera de lui-même en Israël quand il estimera que le temps est venu. Et puis au bout d'un moment, des gens plus matérialistes en quelque sorte, on dit non, c'est à nous de commencer à faire le travail, et puis finalement Dieu validera ou pas notre projet. C'est la même chose avec le temple. Il y avait l'idée, c'est pour ça que des gens comme, je sais plus si c'est Ben-Gvir ou d'autres, avaient dit assez de l'idée non, c'était à l'époque, assez de l'idée d'un temple qui descendrait de lui-même du ciel. C'est à nous de commencer à le construire. Ouais. Et donc c'est à nous de débarrasser l'esplanade des mosquées de leur lieu saint, ou de les inclure dans une espèce il y a là aussi plusieurs versions. Il y a la version plus radicale qui est on débarrasse le lieu, on rase. Et la version plus inclusive, plus mondialiste, et non, on va les inclure dedans, dans un complexe religieux qui concernera tout le monde, mais multiconfessionnel. Voilà, multiconfessionnel, mais avec le temple au centre, puisque dans cette idée-là, en fait, les Juifs seraient un petit peu les prêtres de l'humanité qui officieraient dans le temple. Parce qu'en fait, il y a cette idée-là pour les religieux. C'est-à-dire, en fait, depuis que le temple était sur terre le lieu de la présence divine. Ouais. C'est-à-dire pour les chrétiens, enfin pour les catholiques ou les orthodoxes, la présence divine se manifeste tous les dimanches dans l'Eucharistie. Voilà. Oui. Pour ce courant du judaïsme, si on veut, mais qui est quand même qui est assez influent, eh bien, en fait, la présence divine, la Shekinah, était présente dans le temple. En fait. Quand les sacrifices se sont arrêtés, en quelque sorte, la Shekinah a quitté la terre. Et à la fin des temps, quand le temple sera reconstruit, eh bien, la Shekinah redescendra sur terre, et elle donnera sa bénédiction à toutes les nations. D'abord par l'intermédiaire des Juifs, qui seraient en quelque sorte le prêtre, le sacrificateur pour tous les... Et en fait, dans le projet de reconstruction du temple, c'est là qu'on a du mal à saisir la mentalité millénariste. Oui. C'est que c'est quelque chose qui est à la fois très matérialiste, très concret, et en même temps irrationnel. Ah oui. Parce que, et délirant, il faut le dire. Oui, mais en fait, qui constitue un horizon d'attente vraiment de ces courants du judaïsme politique. Et c'est ce qui pose problème maintenant dans la coalition au pouvoir, c'est qu'il y a des gens pour qui finalement leur imagination, leurs attentes messianiques se confondent avec la politique. Et le courant donc qui s'appelle Force juive du ministre Itamar Ben-Gvir est issu directement des courants les plus radicaux du rabbin Kahan et autres. Et en fait, ces gens-là ont tenté à plusieurs reprises de faire même exploser le site du Mont du Temple. Ils ont été
emprisonnés ou arrêtés par les autorités israéliennes. Alors ils se sont mis en quelque sorte à la métapolitique, comme on dirait, et ils ont créé l'Institut du Temple, qui lui travaille à faire de l'influence politico-culturelle en vantant les mérites de la reconstruction d'un temple pour toute la nation israélienne. Et chaque année, en fait, ils organisent des reconstitutions de ce que pourraient être les premiers sacrifices qui seraient repris dans le temple, y compris sacrifices d'animaux, Oui. sacrifices sanglants même, sacrifice le sacrifice de l'agneau. Et il y a tout un tas de, si vous voulez, ils reprennent les textes de la Torah de manière littérale, Au pied de la lettre. au pied de la lettre, et dans ces textes sont décrits comment doit être le temple, le nombre de coudées, ce Bien genre de sûr. choses-là. Et en fait, ils disent il faut faire la même chose. Mais il leur manque des éléments, et ils disent les éléments qui nous manquent, c'est le Messie lui-même qui nous les donnera quand il viendra. Donc on voit quand même le niveau de... donc en même temps, on a un niveau irrationnel comme ça, et en même temps des choses très concrètes, comme par exemple, ils imaginent vraiment faire de Jérusalem et du mont du Temple une sorte de Vatican, en fait, de leur religion. Vatican mondial. Ouais, et en fait, Appuyé sur le voilà, courant qui serait mondialiste. visible déjà de tout Israël, de tous les environs de Jérusalem, on verrait le temple, et finalement les Juifs devraient regarder vers le temple en quelque sorte. Donc c'est une forme de en fait, ce sont des gens qui veulent rétablir la théocratie davidique. Est-ce qu'ils ont des soutiens? Est-ce qu'ils bénéficient de soutien venant des États-Unis, de New York? Y a-t-il des courants? Est-ce que finalement cette espèce de syncrétisme entre le protestantisme et une forme de judaïsme aux Oui. États-Unis prête main forte à ces délires? Ils ont l'appui des courants qu'on appelle évangélistes. Moi, je les appelle évangélistes sionistes. J'en dis chrétiens sionistes. Ouais. En fait, ce sont ces courants issus du protestantisme qui, en fait, pensent que les promesses faites par Dieu aux Juifs restent valides malgré la venue du Christ, et que donc il faut... Toujours le peuple élu. Ouais, toujours, mais qu'il faut hâter, en fait. Alors là, il y a toute une gamme de différentes sectes, dont je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on va dire il y a ceux qui sont plus ou moins... qui reviennent plus ou moins à l'Ancien Testament, et il y a ceux qui disent, en fait, tout simplement, non, mais en fait, nous, en tant que chrétiens, on doit aider, justement, les Juifs à retourner en Terre Sainte, à reconstruire le temple, pour qu'en fait leur Messie, qui sera en fait l'Antéchrist, ils le disent comme ça, ces chrétiens, eh bien, il doit advenir pour que les écritures chrétiennes se réalisent. Donc c'est une deuxième couche d'irrationnel sur le... Donc pour que l'Antéchrist arrive, et finalement qu'à ce moment-là se réalise ce qui est décrit là effectivement dans les écritures saintes chrétiennes, c'est que là les Juifs se rendent compte qu'en fait leur Messie n'est pas le Messie, mais est l'Antéchrist, et les justes, parmi les Juifs, se reconvertiront à ce moment-là au christianisme, et là, ce sera la parousie, le retour du Christ. Alors ces gens-là aussi sont millénaristes, c'est-à-dire ils pensent que le Christ va revenir, rétablir pendant 1000 ans un règne... Les premiers judéo-chrétiens avaient exactement le même désir. Il fallait, en effet, pour que le Messie revienne, pour eux, revienne là en l'occurrence, occuper alors c'est ce que dit même, enfin saint Paul dit ça avant que, en fait, le tout c'est de savoir si ça se fait en quelque sorte par soi-même ou si on est accélérationniste, c'est-à-dire si on participe de ça pour le faire advenir. Mais bon, c'est là qu'on rentre dans quelque chose, si on est quelqu'un de religieux, enfin peu importe la religion, quand on commence à rentrer dans quelque chose où on se dit non, à la force du poignet on va réussir à faire ça, je ne sais pas si on sort pas quelque part de la spiritualité, on arrive dans quelque chose qui est très explosif et en fait se cristallise en Terre Sainte la polarisation des différents récits métapolitiques, théopolitiques en fait. Et y compris côté iranien aussi, puisque les Iraniens ont leur propre millénarisme en quelque sorte, avec pareil, là c'est l'imam caché qui doit revenir pour seconder le Christ justement dans la grande guerre contre les Juifs. Donc au final on est dans quelque chose, si on rentre vraiment là, et en fait on voit que finalement le réel politico-stratégique vient se heurter à cet irrationnel des représentations. Et donc le réel fait que chaque acteur se dit bon, si on va jusqu'au bout, en gros, vu la technologie dont on dispose, on va s'autodétruire. Ouais.
Et en même temps, il y a ceux qui, finalement, les millénaristes, et notamment côté israélien, qui se disent non, mais là, il faut y aller, c'est maintenant, de toute façon, c'est ce que Dieu nous demande. Donc, c'est le problème, il est là. Eh ben oui, non, mais c'est très intéressant de voir que, alors qu'on nous en veut toujours de façon, la Vulgate nous dit que tout n'est que question de gros dollars, Oui. de gros pétrodollars. C'est bien plus compliqué que Mais ça. si vous voulez, il y a ces différentes strates d'une même réalité. Alors, Ouais. la question énergétique ou géoéconomique est centrale, mais la question stratégique, géopolitique, mais la question aussi idéologique et religieuse est centrale aussi. Chacune a son importance et sa dimension. Alors Pierre-Antoine Plaquevent, il y a aussi en géopolitique des fondamentaux. Oui. Et depuis que la géopolitique a statut de science humaine, eh bien vous avez quand même quelques pères fondateurs de la géopolitique, dont évidemment Mackinder. Et je sais que vous travaillez beaucoup sur ce sujet, et j'aimerais que du Moyen-Orient, que de cette guerre au Moyen-Orient, peut-être en faisant un détour aussi par la guerre actuelle en Ukraine, on comprenne justement cette idée que les mondialistes, que les cosmopolites sont en guerre contre l'Eurasie, comprendre le Heartland, le Rimland, nous expliquer un petit peu, revenir un peu sur tous ces points, Pierre-Antoine, si vous le voulez bien. Oui, alors c'est ce dont je traite dans mon dernier livre, Société ouverte contre Eurasie. Ouais. Et en fait, finalement, dans mes livres, j'approche toujours la question du mondialisme par donc différentes approches. Et là, je me Société ouverte, on rappelle, contre Eurasie, c'est ça ? Voilà, géopolitique du globalisme. Géopolitique du globalisme. Et c'est à quel on peut ce livre Oui, aux éditions Strategica. Ah, alors voilà, puisque on rappelle aussi votre site internet. Voilà, strategica.fr. Voilà. Voilà. Et vous collaborez en plus par ailleurs, Pierre-Antoine Plaquevent, aux revues de géopolitique profonde. Tout à fait. Voilà, D'ailleurs, je ne sais pas si c'est la prochaine, mais j'ai écrit justement un article sur Mackinder et les fondamentaux géopolitiques. Du globalisme pour la revue géopolitique profonde. Donc sur cette question, voilà. Alors justement, vous avez parlé de sciences humaines. Alors ça a été longtemps une science humaine un peu honteuse, hein, puisque même Mackinder lui-même, donc qui est un des fondateurs de cette discipline, lui-même en tant qu'anglais, enfin les Anglo-Américains ont toujours un problème avec les géopolitiques parce que c'est vu comme une science allemande et une science guerrière en quelque sorte. Et donc la polémologie. Voilà. Et donc en fait, il parle plutôt par exemple, Mackinder se présentait comme un géographe en fait, hein. Mais en fait, c'est de la géographie politique en fait, hein. Et depuis le début, c'est l'utilisation de la géographie à des visées qu'on aurait appelé à l'époque de Mackinder impérialiste. Le terme impérialisme est maintenant connoté négativement, mais à l'époque de Mackinder, il était vu de manière positive, notamment par les Anglais, puisque Mackinder Ils avaient un empire. Ils avaient un empire, et il se disait, Mackinder appartenait à ce courant qui s'appelait les libéraux impérialistes, et qui disait pour que le libéralisme se développe, eh bien, il faut des territoires, il faut être impérialiste. Donc, en fait, ils affichaient directement leur couleur. Et donc, Mackinder a posé... Alors, Mackinder, c'est intéressant parce que je montre toujours aussi la biographie des personnages, parce que sur aussi Mackinder, comme ça, pourquoi il a acquis cette influence. On voit qu'il était quand même il a été par exemple directeur de la London School of Economics, qui est un organisme qui forme l'élite anglo-britannique depuis fin du 19e siècle, qui a été fondé par la société Fabienne, par la Fabian Society, et qui est un des plus puissants think tanks de la fin du 19e siècle, et qui est un think tank réellement mondialiste. Voilà, et donc les gens de la Fabian Society ont fondé la London School of Economics, et Mackinder l'a dirigé. Il faisait aussi partie du Coefficient Club, qui était là aussi un autre club de pensée, qui voulait justement donner les moyens à l'Empire britannique d'exercer son influence, et vraiment de garder son influence en se basant sur le réalisme politique et sur l'utilisation justement de la géographie et de toutes les sciences qui apparaissaient au 19e siècle, et qui se consolidaient et qui devenaient de plus en plus prégnantes. Et en fait, Mackinder, dans un texte important en 1904 qui s'appelait Le pivot géographique de l'histoire, essaye de montrer comment, pour lui, finalement, la géographie politique mondiale s'articule autour de la domination
de l'Eurasie, en fait. Ouais. Et de ce qu'il appelle l'île mondiale, finalement. Donc l'île mondiale, en fait, il faut se mettre à la place on pourrait dire, d'un impérialiste anglo-américain à sa place géographique, justement. Et en fait, eux sont finalement extérieurs, y compris donc déjà l'Angleterre qui est une île, et puis encore plus l'Amérique, qui est une sorte d'île à l'échelle du système mondial. Et ils voient finalement l'Eurasie, la continuité Eurasie et Afrique comme une île, une immense île, et de laquelle ils sont extérieurs, mais sur laquelle ils doivent avoir des points d'arrimage pour la contrôler. Parce que leurs principaux rivaux stratégiques sont en Eurasie. Et si vous voulez, à l'échelle de l'Eurasie, eh bien, il y a le cœur de la masse continentale eurasiatique, que Mackinder va appeler le Heartland. Ouais. Et en fait, le Heartland est toujours dominé, ça recoupe en gros la Russie, déjà à l'époque la Russie tsariste, et la Perse, à l'époque aussi, c'est ça qui est intéressant, une partie de la Chine, une partie de l'Allemagne, en fait, selon un petit peu aussi les ennemis du moment de l'Empire. Et tout le grand jeu, justement, le fameux grand jeu eurasiatique, ce que Brzezinski, un siècle plus tard, appellera le grand échiquier eurasiatique, c'est que pour les impérialistes anglo-britanniques d'éviter que les puissances eurasiatiques se coalisent contre eux, ou en tout cas commencent à coopérer et créent de fait un géant central, un géant macroéconomique et géostratégique qui les rendrait périphériques, même sans velléité d'affrontement. Ça serait presque de manière physique ce qui se réaliserait. Et en fait, toute la géopolitique, justement, moi je parle de géopolitique globaliste, parce que ces gens ont quand même, le but, c'est l'empire du monde. Enfin, c'est toujours ça, c'est dit clairement. C'est-à-dire, c'est un système capitaliste mondialisé dans lequel il serait au centre. Voilà. Et pour avoir cet empire du monde, eh bien, il faut recourir aux mêmes stratégies depuis maintenant un siècle. C'est-à-dire, comme disait Mackinder dès 1904, il faut par exemple séparer les Slaves des Allemands. C'est ce qu'on voit. Enfin, par exemple, l'attaque contre Nord Stream, toutes ces choses-là. Enfin, l'idée de faire une sorte de, finalement, un corridor sécuritaire depuis la Baltique à la mer Noire, même jusqu'à la mer Rouge, c'est totalement du Mackinder. Et c'est ce qu'ont toujours fait ce qu'ont toujours soutenu les Anglo-Américains. Et c'est l'idée aussi d'avoir en Europe orientale toujours une marqueterie de puissance qui soit comment dire, qui n'atteignent jamais la taille critique qui pourrait poser problème, mais qui sont toujours une barrière entre les grandes puissances de l'ouest de l'Europe, la France et l'Allemagne, et la Russie. Et en fait, qui est toujours cette rivalité. Appuyer la Pologne, appuyer la Tchéquie, la Bohème à l'époque, enfin, jouer sur cette fragmentation de l'espace géopolitique en fait, européen et eurasiatique. Et c'est dividé à Timpera, c'est toujours les fondamentaux, on pourrait dire, de l'impérialisme, mais il faut le présenter aussi de manière, comment dire, il y a deux faces dans l'impérialisme mondialiste, je dirais. Il y a la face inclusive, qui est un petit peu ce que j'ai étudié en premier livre, l'aspect sorosien, c'est-à-dire société ouverte, c'est-à-dire vous allez faire partie d'un système, et la phase exclusive, c'est, attention, il n'y a pas d'autre système, en fait. C'est-à-dire, il n'y a pas d'alternative à ça. Vous rentrez dans ce système, vous avez une place dans cette hiérarchie, vous devenez un sous-système de ce système, vous pourrez en participer ou non, en récolter les fruits ou non. Et puis, mais par contre, vous ne pouvez pas être extérieur à ce système. Et finalement, chaque guerre mondiale éclate lorsque eh bien, un rival géopolitique sur le continent eurasiatique décide que non, on va essayer de créer un système alternatif à ce système dominant. Est-ce que, justement, entre autres, la concurrence faite au dollar aujourd'hui serait une façon de... C'est clairement une façon, oui. De concurrencer, oui. C'est une façon... ce que votre invité précédent qui parlait de la montée du cours de l'or, ouais. C'est clairement lié à ça. Enfin, c'est tout le système... ce qui est un peu fou, c'est d'avoir adossé finalement
comment dire, le militarisme, je dirais, anglo-américain sur la planche à billets et inversement. Et maintenant, comment dire, c'est un petit peu quelque chose de gangster finalement. Si on ne craint plus maintenant la force politico-militaire américaine, mais du coup, forcément, la prédominance du dollar s'effondre. Et ce qui est en train de se passer. C'est un processus, on va dire, long peut-être à l'échelle individuelle, mais finalement qui va aller assez vite historiquement, je pense. Et on va passer à autre chose. Mais le problème, c'est quelle va être la forme. Oui, parce que les BRICS, on le voit bien, c'est une alternative là sur le plan cette fois-ci, je dirais du G7, des grandes puissances occidentales, mais qui n'est qu'à demi crédible parce qu'ils sont loin d'être tous d'accord entre eux. D'autant que l'Inde, par exemple. L'Inde, voilà, elle a un pied. C'est que l'Inde est à la fois, ça qui est intéressant, c'est un pilier des BRICS et c'est en même temps un pilier de la stratégie occidentale pour contrer la Chine et la Russie. Donc, notamment, on parlait excusez-moi, du fameux, de la guerre en Israël et Palestine. Et un mois avant le 7 octobre, il y a eu la signature d'un accord en marge du G20 entre justement l'Inde, les Émirats arabes unis et Israël et des pays européens, dont la France, je crois, pour établir un corridor d'approvisionnement énergétique et de sorte de route de la soie alternative qui partirait de l'Inde, en fait. Dans l'idée, justement, d'essayer de contrebalancer cette intégration eurasiatique qui est poussée par la Chine. Ce qui est intéressant, c'est que les routes de la soie jouent en quelque sorte à notre époque ce que le Bagdad Ban avait joué à l'époque des Allemands à la Première Guerre mondiale. Quand les Allemands voulaient relier Berlin à Bagdad via Constantinople, et en fait était en train de réaliser ce que craignaient justement Mackinder et les anglo-américains, c'est l'intégration progressive du Rhineland. Oui, alors le fameux Rhineland. Alors voilà, le Rhineland, préciser ça, oui. Vous avez donc le Heartland qui est le cœur de l'Eurasie, si on veut. Donc, et puis vous avez les territoires qui sont à l'échelle eurasiatique, sur la bordure de l'Eurasie, c'est les territoires du Rhineland. Et en fait, les territoires du Rhineland sont, ça c'est ce que Spikeman, un successeur de Mackinder, disait, sont en fait les territoires les plus dynamiques économiquement dans l'histoire. Mackinder disait ce sont les territoires, on constate, où aussi il y a eu les naissances des grandes religions. Et en fait, ce sont des sortes de sous-continents à l'échelle eurasiatique. C'est-à-dire, vous avez finalement le sous-continent européen, le Moyen-Orient, sous-continent du Moyen-Orient, sous-continent indien, sous-continent sud-est asiatique, et toute cette bordure-là, et toute la stratégie. Et si vous regardez depuis la Première Guerre mondiale, et même avant en fait, les principaux conflits de l'ère moderne se déroulent toujours sur cette territoire, et les plus sanglants aussi, parce qu'en fait c'est là, finalement, ce sont des territoires disputés entre le cœur de l'Eurasie, entre le cœur de l'Eurasie et l'Empire, et l'océan global, en quelque sorte, qui mord sur les terres de l'Eurasie, et c'est ce qui se passe en ce moment en Europe. L'Ukraine, ça veut dire périphérie en russe. Et finalement, c'est la périphérie dont sont les marches de la Russie. Mais ce sont en fait les marches du cœur de l'Eurasie et du Rhineland européen. Et c'est pour ça que les Anglo-Américains, parce que l'application du MI6, des Anglais en Ukraine est énorme. Il est avéré, évidemment. Il est avéré, voilà. Et en fait... y compris, certains disent, dans les attentats récents à Moscou. L'idée est vraiment d'empêcher l'Europe de se relier à la Russie, parce que là, on rentrerait dans la configuration. C'est le fameux axe Paris-Berlin-Moscou qui était défendu à l'époque par Chirac, Schröder, Poutine, justement. Et comme la grande Europe de Gaulle, l'Atlantique à l'Oural, voire de Lisbonne à Vladivostok. C'est ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est une Europe croupion. En fait, ils veulent une Europe assez intégrée pour empêcher, en gros, la France, parce que c'est principalement ça qui leur pose problème, la France ou l'Allemagne d'être des puissances autonomes, mais en même temps, ils ne veulent pas une Europe qui devient réellement un concurrent, même
par simple effet d'intégration géoéconomique, un concurrent économique et géopolitique. Donc Mais ils vont ils ont les problèmes qui arrivent tous en même temps actuellement, hein, quand même, les Américains aujourd'hui. Hein. À la fois la Chine, l'Ukraine, exactement. le Moyen-Orient. Si vous regardez, c'est pour ça que je parle d'une longue guerre contre le Russie, parce que c'est le même front qui se déploie. Donc vous avez l'Ukraine, maintenant ça se déplace sur le Rimland, la partie moyen-orientale du Rimland. Vous avez donc le prochaine étape, ce sera Taïwan, bien que les partis communistes et Xi Jinping a dit non, mais on vise la réintégration pour 2049. Donc eux, ils ont le temps devant eux, ils sont moins pressés que les Occidentaux. Et puis, il y a un autre conflit dont on parle peu, mais qui est dans la même zone, qui est la Birmanie. La Birmanie qui constamment, depuis des années, passe un coup sous l'influence chinoise par le biais de la junte, et puis un coup sous l'influence occidentale, soit par la guérilla en ce moment, soit par le biais des réseaux Soros, Aung San Suu Kyi, ou ces gens-là dont on nous parlait. Pourquoi on nous parlait, par exemple, des Rohingyas et ces choses-là? En fait, il faut se dire que chaque fois qu'on nous parle sur les médias. Maintenant, on commence à comprendre, mais pendant longtemps, on disait ah oui, on nous parle de ça. Oui, d'un seul coup, la Birmanie, ça intéresse les gens, les pauvres Rohingyas et tout. Mais pourquoi on parle de ça? Parce qu'à ce moment-là, c'est un intérêt stratégique pour l'Empire, l'Empire anglo-américain, de tenir cette zone-là. Parce que la Birmanie est stratégique. En fait, tous ces territoires, quand on regarde, que ce soit Gaza, que ce soit l'Ukraine ou la Birmanie, recèlent de ressources, de matières premières, souvent dans leur sous-sol ou bien dans sur la zone côtière, pour la Birmanie ou pour Gaza, et de terres rares, et aussi, comme en Afghanistan, la Birmanie est stratégique pour le trafic de drogue, puisque après l'Afghanistan, c'est le deuxième producteur d'opium, et aussi de tout ce qui est amphétamine et autres. Donc en fait, et ça rejoint quoi? Ça rejoint les guerres de l'opium, bien sûr, de l'Empire britannique contre la Chine, justement. Donc on reste dans les mêmes on reste sur les mêmes fondamentaux, voilà. Et je parle de fondamentaux géopolitiques qui sont revenus à toute vitesse après 91, après ce qui avait un peu gelé les relations Est-Ouest, Nord-Sud, alors que maintenant ça y est, cette hypothèque est enlevée du communisme, en tout cas. Mais quand vous aviez le communisme, vous aviez en fait deux mondialismes qui s'affrontaient en quelque sorte. C'est ce que Soros, c'est intéressant, qui disait finalement le communisme c'était une volonté de société ouverte qui a échoué et qui est devenue une société fermée à velléité planétaire. Et donc nous les libéraux, en gros, on doit vaincre cette société fermée planétaire pour installer la société ouverte universelle. Ils ont échoué en fait. Et les réseaux Soros se sont activés dans toutes les années 80-90 jusqu'à l'arrivée de Poutine pour essayer vraiment de défaire la Russie. Et le projet est toujours le même, hein, non mais la Russie est trop grande, elle est mal gérée. Voilà. Donc il faut la régionaliser en des entités plus petites, régionales, qui là seraient gérées de manière rationnelle, occidentale. Et puis donc voilà. Et donc en fait le mondialisme bute sur quelque chose qui est sur l'État en fait. Donc vous avez la forme. Le problème c'est que nous-mêmes en France on le réalise mal, mais il y a eu la parenthèse gaullienne. Mais elle est terminée cette parenthèse. Il en restait des restes peut-être jusqu'à Chirac, mais maintenant c'est fini. Donc en fait maintenant on est à un sous-système d'un système plus vaste qui est le système, ce que les Russes appellent l'Occident politique. Moi j'appelle ça l'Occident globaliste, parce qu'en fait les globalistes tiennent l'Occident, environ 1 milliard de personnes. Et nous, Français, nous faisons partie de ce système-là, et on est pris là-dedans. Voilà. Donc mais ça ne veut pas dire que ce système va durer toujours, parce qu'il bute sur quelque chose. C'est pour moi là où face à quoi le problème qu'ils ont, c'est l'émergence donc de ces rivaux géopolitiques eurasiatiques et l'émergence de la contestation interne à l'Occident politique. Voilà. Et donc, si les deux se rejoignent, là, on peut avoir
Il reste que 4 minutes, Pierre-Antoine Plaquevent, et je voulais, mais vraiment en quelques minutes, parce que vous êtes aussi connu, en plus des routes de la soie, en plus de tout ce dont on vient de parler, comme étant un spécialiste un peu quand même de certaines formes de géo-ingénierie, et les auditeurs de Radio Courtoisie sont extrêmement friands de ce sujet. Ils vont être un peu frustrés parce qu'ils n'auront que 3 minutes. Les armes climatiques de Simone Hersh à aujourd'hui, quand on voit non pas un réchauffement anthropique, mais des dérèglements étonnants. C'est quand même étonnant de voir ce qui se passe actuellement, des grandes vagues de froid, d'inondations, de chaud. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de géo-ingénierie derrière, selon vous ? Mais c'était Brzezinski, donc qui est justement à la fois un des pères du grand jeu eurasiatique, qui disait dans les années 70, les pays se doteront bientôt d'armes qui leur permettront de mener des guerres qui seront connues seulement de certaines catégories des services de renseignement les plus secrètes. Et parmi ces armes, il incluait dont la modification du climat. Voilà. Après la guerre du Vietnam, c'est Seymour Hersh qui avait réalisé toute une étude sur l'emploi des armes météorologiques au Vietnam, qui ont été employées massivement pour inonder, par exemple, pour augmenter la période de mousson, pour saturer le ravitaillement des troupes vietnamiennes. Voilà, donc, et ça a donné même à une convention, ça a donné naissance à une convention de l'ONU qui s'appelle l'ENMOD, sur la modification environnementale, qui est interdite normalement par l'ONU. Parce que les Soviétiques et les Américains se sont mis d'accord pour dire non, on n'a pas le droit d'utiliser la modification environnementale dans le cadre... en fait, c'est ce qu'on appelle les armes mésologiques, c'est-à-dire environnementales. Donc il y a toute une doctrine militaire. En fait, je suis en train de préparer aussi un livre sur ça. Parce que j'ai fait déjà une étude pour Stratégica, je vais en faire une version livre, je pense, plus poussée. Voilà. On vous recevra à ce moment-là. Donc, et clairement, ces techniques sont employées, et que ce soit la Chine ou les États-Unis ont émis des documents depuis déjà longtemps sur le fait qu'ils maîtriseront le climat comme un vecteur donc militaire à l'horizon 2025. Voilà. Et donc il y a un document notamment de l'US Air Force qui avait été produit au début des années 2000, c'était la maîtrise du climat comme arme, pour l'hégémonie. Et donc ça c'est... Et en fait, vous avez parlé, ce qu'on a vu à Dubaï, ce qu'on voit... Oui. En fait, par exemple, au Moyen-Orient, l'ensemencement de nuages, le cloud seeding, est employé massivement. Mais ils s'en cachent pas. Enfin, il y a des compagnies, vous pouvez investir là-dedans. Et ils l'emploient massivement. Il n'y a qu'en France qu'on nous dit ça n'existe pas. C'est du délire complotiste. C'est du délire complotiste, même quand et en fait, c'est employé massivement. Et en fait, ça peut être employé effectivement. Localement. Alors, il y a tout un tas de technologies. Moi, ce que j'avais listé dans mon étude, c'est les brevets qui existent. Quand vous avez une centaine de brevets qui ont été déposés, dont des brevets déposés dans les années 60, puis dans les années 90, qui s'appellent par exemple technologie pour l'irradiation de surface planétaire par satellite. Donc vous avez des choses comme ça qui existent en tant que brevets. Alors est-ce qu'elles ont été mises en place ensuite ? Donc c'est ça qui est intéressant. Mais le problème, c'est que c'est effectivement un domaine qui est par nature caché et qui est par nature en fait sert à mener la guerre hors limite. Eh ben oui, guerre hors limite. Merci beaucoup de cette intervention, Pierre-Antoine Plaquevent, à la fois contributeur sur Géopolitique Magazine et puis avec ce site Stratégica et ses livres écrits ou à venir. Évidemment, on était très heureux de vous avoir et on sera content de vous avoir à nouveau le plus rapidement possible pour continuer de commenter l'actualité. Merci à vous. Pierre-Antoine, je rappelle et je remercie à nouveau évidemment que ce soit Patrice, c'est pas Pascal, que ce soit Virginie, que ce soit Lara. On a Mike qui trépigne d'arriver et de lancer sa controverse, donc on va lui céder tout de suite la place. J'ai bien noté, chers auditeurs, vos questions sur le tabac. Croyez-moi, je ne suis pas d'accord avec vous, mais on a parfaitement le droit de ne pas être d'accord et on en reparlera la semaine prochaine. Allez, bonne fin de semaine et à samedi prochain pour une nouvelle émission de Géopolitique Profonde, si vous le voulez bien, sur Radio Courtoisie.